Bonjour Maître Gérald Pandelon, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Merci à vous. Alors avec vous, je souhaite aborder la question des inégalités territoriales dans le monde de la justice. J'entends par là qu'on puisse être que deux personnes pour un délit identique n'écopent pas de la même peine après un jugement parce qu'elles sont jugées dans deux villes différentes. Alors est-ce que ça existe? Est-ce que c'est réel pour vous? Bon, d'abord, c'est une réalité qui peut être constatée au quotidien par tous les avocats, je dirais tous les avocats pénalistes de France, puisque à l'évidence, vous avez une inégalité, je dirais flagrante dans le traitement des dossiers pénaux, puisque vous pouvez être condamné à une peine, par exemple, de 6 mois d'emprisonnement, alors que vous êtes en récidive sur une juridiction pénale relativement clémente, alors même que si vous êtes primo-délinquant concernant exactement les mêmes faits, exactement les faits similaires, eh bien vous pourrez écoper d'une peine de 9 mois d'emprisonnement. Et je vous avoue, à mon modeste niveau de pénaliste, que ça défie un tout petit peu, je dirais, la logique, et toute la logique, puisque d'ailleurs, on n'arrive toujours pas à en connaître les motifs, et au-delà, on n'arrive pas à comprendre quels sont, in fine, en définitive, les véritables critères d'appréciation en matière judiciaire. Alors, il y a bien évidemment des inégalités territoriales qui sont flagrantes, puisque, par exemple, on peut être condamné par le tribunal correctionnel de Nice à une peine de 8 années, voire 10 années d'emprisonnement, et exactement pour les mêmes faits, être condamné à une peine de 3 années devant le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence. Une peine... Qu'est-ce qui fait ça? C'est à l'appréciation des acteurs des procès, des comme nous sommes vraiment... sur des juridictions souveraines, on va examiner les faits. Les faits, j'ai la faiblesse de penser, qui ne vont pas foncièrement être modifiés entre le tribunal correctionnel de Nice et la juridiction aixoise, que ce soit en appel par ailleurs, donc ce sont toujours les mêmes faits qui sont examinés. L'avocat demeure le même, il n'y a pas eu de changement de conseil entre les Alpes-Maritimes et les Bouches-du-Rhône, puisque c'est là, eh bien vous voyez votre condamnation divisée par 3. Mais vous avez par ailleurs des inégalités, non seulement qui sont donc territoriales entre les juridictions, mais vous avez également des curiosités, je dirais, procédurales, judiciaires, puisque lorsque vous vous retrouvez dans le même dossier, que vous avez plusieurs conseils, dans le même dossier, s'agissant donc de prévenus différents, parce que vous avez le même dossier, mais chaque avocat a son prévenu, enfin la personne qu'il va défendre, et bien exactement avec les mêmes casiers judiciaires, s'agissant exactement du même dossier, pour des confrères qui vont, à quelque chose près, plaider à peu près la même chose, le mien va écoper d'une peine d'1 année d'emprisonnement, celui de mon voisin, défendu par mon voisin et ami, va écoper d'une peine de 2 années, et celui de notre troisième confrère va écoper d'une relaxe. Ou bien, dans le pire des cas, une peine de 3 années. Et on ne comprend pas, ce sont exactement les mêmes dossiers. Et on ne sait pas vraiment pourquoi ça se produit. Enfin... Sans piternelle et définitive question de quels sont les critères d'appréciation, in fine, en matière judiciaire. Est-ce que c'est uniquement la stricte application de la loi? Non, parce qu'on ne comprendrait pas pourquoi il y aurait alors ce qu'on appelle une personnalisation des peines. Vous avez, je crois, des éléments d'ordre objectif et surtout subjectif qui rentrent en ligne de compte, Et vous savez, plus profondément, ce qui est véritablement humain, c'est la subjectivité. L'objectivité, elle n'est pas véritablement et spécifiquement humaine. Ce qui est humain, c'est la subjectivité. Et vous ne pouvez pas
empêcher qu'un président de tribunal éprouve une certaine animosité, une certaine acrimonie envers le défenseur de M. Dupont, alors même que son homologue à 200 km aura considéré que M. Dupont est un charmant personnage. Mais c'est humain, c'est donc subjectif. Et on pourrait, si on a cet état de fait, est-ce qu'on pourrait imaginer une manière de changer ça? Parce qu'on peut juger ça comme inégal, alors qu'on se veut tous être égaux devant la loi. Est-ce qu'il y aurait un moyen de restreindre le temps d'écart de peine? L'idée qui avait consisté à faire en sorte qu'il y ait davantage de magistrats dans les tribunaux correctionnels, à mon sens, plaider dans la bonne direction, ou même qu'on ait pu, en quelque sorte, modeler ce qui se passe devant les cours d'assises, devant le tribunal correctionnel. Bon, à mon avis, aller dans le bon sens. Mais il faudrait tout simplement que les magistrats, peut-être, essaient de faire également de leur côté un effort important pour comprendre qu'il ne peut pas y avoir constamment ce que j'appellerais une incohérence judiciaire. Mais on pourrait même étendre le dossier par rapport à ce que vous posez comme question, comme soulevez comme difficulté. Par exemple, lorsque vous vous présentez devant des juges des libertés de la détention, vous savez que depuis la réforme Guigou, avant c'est le juge d'instruction qui décidait à la fois de la liberté et de la détention, on a scindé les deux institutions et depuis 2002, c'est un juge des libertés de la détention qui décide, comme le nom l'indique, de la liberté et de la détention. Je vous dirais entre nous, qui décide principalement de la détention et rarement des libertés. Bon, ça, on referme la parenthèse, parce qu'il n'y a rien de plus faux que de considérer que notre justice pénale serait laxiste, alors que tous les avocats pénalistes qui m'écoutent peuvent attester que c'est d'une extraordinaire sévérité. Mais comment expliquer que dans un dossier, alors qu'une personne aurait un casier judiciaire qui porterait trace d'une seule condamnation de très faible gravité, serait maintenue en détention, alors même que les autres prévenus auraient des casiers portant trace de 4, 5, 6 condamnations, dont une condamnation devant la cour d'assises, une peine de 8 années d'emprisonnement, il serait remis en liberté. Alors, c'est des affaires que vous avez... Bien sûr, en l'occurrence, il s'agissait d'un client. Moi, j'ai réussi à faire remettre en liberté une personne dont le casier portait trace de 6 condamnations, alors que mon confrère, qui était également un brillant confrère, n'a pas réussi à faire remettre en liberté son client qui disposait que d'une très faible condamnation. Vous expliquez, alors plus grave encore, vous expliquez ce problème, parce que ça a été expliqué par mon confrère, vous expliquez cette incohérence judiciaire. Eh bien, lorsque vous êtes sur le point de convaincre le juge des libertés de la détention, effectivement, sur le fondement de cette incohérence judiciaire, qu'il faut remettre également ce prévenu en liberté, eh bien, le juge des libertés de la détention a tendance à pas trop vous écouter et rechercher, d'une certaine manière, l'assentiment du parquet. D'accord. Mais j'avais cru comprendre que c'était les magistrats du siège, dont le JLD est, qui décidaient, et non pas le parquet. Vous avez un juge des libertés de la détention, vice-président du TGI, qui va essayer d'aller chercher l'assentiment du procureur de la République. Le procureur de la République dont il ne faut absolument rien attendre. Surtout aujourd'hui. Ce sont toujours, d'une façon quasi systématique, des réquisitions aux fins de mandat de dépôt. Même dans des dossiers ne présentant pas un caractère d'une extraordinaire gravité. Ce sont aujourd'hui, je ne sais pas s'ils ont des consignes, peut-être, enfin je ne suis pas dans le secret des dieux, peut-être ont-ils des consignes, en toute hypothèse c'est d'une extraordinaire sévérité. Il suffit d'avoir fréquenté un tout petit peu des juridictions pénales pour s'en convaincre. Et cette
Qu'est-ce qui peut expliquer, selon vous, cette sévérité? C'est vrai, enfin, à cause de la hiérarchie, comme vous dites Non, je crois qu'il mélange tout. Il y a eu... On se laisse trop aller au subjectif, peut-être? En tout cas, je ne sais pas s'il y a un lien de causalité, mais nous sommes beaucoup de pénalistes à avoir constaté une recrudescence, un accroissement de la sévérité depuis Charlie Hebdo, depuis le Bataclan, depuis les événements de Nice. Bref. Période d'insécurité, on va dire. Ouais, depuis 2015, il y a eu une recrudescence de sévérité. À telle enseigne qu'on peut se poser la question de savoir si les parquetiers, et même, je dirais, les juges d'instruction, les JLD, n'ont pas tendance à assimiler tout ce personnel pénal. Je veux dire, et puis on a tendance à considérer que s'ils sont devant vous, c'est parce que nécessairement ils ont commis une infraction. Ce qui soulève une troisième difficulté, c'est que la présomption d'innocence, il faut s'arrêter un tout petit peu sur ce principe à valeur constitutionnelle qu'est le principe de présomption d'innocence. C'est un principe quand même, M. Camino, qui a une valeur constitutionnelle. C'est-à-dire une valeur qui est par conséquent supérieure au domaine de la loi. Oui, le doute profite à l'accusé. Tout à fait. Mais c'est ce principe de valeur constitutionnelle qui définit le principe de valeur, le principe de présomption d'innocence. Or, savez-vous que les décisions de mandat de dépôt, le code de procédure pénale, le code pénal, au fond, ce ne sont que des lois. Que par conséquent, on décerne mandat de dépôt en vertu d'un texte inférieur à celui de valeur constitutionnelle qui devrait vous prémunir contre ce mandat de dépôt. Alors, à l'évidence, il y a des flagrants délits. On comprend bien que on puisse contourner, pour les raisons de l'enquête, etc., on puisse contourner le principe constitutionnel d'innocence présumée. Mais lorsque vous avez, comme c'est le cas dans 90% des dossiers, lorsque vous avez un doute dans un dossier, moi je considère que systématiquement, ça devrait être le principe de présomption d'innocence qui devrait s'appliquer. Outre le fait qu'il n'y a pas de cohérence. Vous pensez que c'est moins le cas? Enfin, vous dites écoutez, que j'en termine d'un mot sur ce point. Outre le fait qu'il n'y a pas de cohérence, puisque ce sont les mêmes qui vous expliquent, à longueur de colonne, qui vous expliquent que nos maisons d'arrêt seraient surchargées, entre 200 et 300% de taux d'occupation des maisons d'arrêt, qui, devenus juges des libertés et de la détention, sont les plus sévères. Et donc, par conséquent, contribuent à remplir ces mêmes maisons d'arrêt. Comme il y avait un hiatus, un paradoxe constant entre les mots qui sont prononcés et les actes concrets. On peut dire qu'aujourd'hui, un justiciable, un prévenu, est plus présumé coupable que présumé innocent aujourd'hui. À l'évidence, oui. À l'évidence, oui. En pratique, oui. En théorie, ça ne devrait pas l'être, mais en pratique, oui. Et c'est aux magistrats de se remettre en question, vous pensez Qu'est-ce qui crée C'est une blague. Si vous pensez une fraction de seconde que les magistrats, il n'y a que les avocats qui se mettent en question tous les jours, parce que c'est un métier, notre métier est tellement compliqué que ça pousse à la modestie même les plus orgueilleux. Mais un magistrat qui se remettrait en question, allez, un magistrat du parquet qui se remettrait en question, alors que constamment, ce sont des réquisitions, de plus en plus, aux fins de mandat de dépôt, alors même que certains reconnaissent à demi-mot ne pas avoir lu le dossier. Oui, enfin, je
je pense qu'un magistrat du parquet se remette en question, c'est ce qu'on pourrait appeler une antinomie. On va dire plus généralement, est-ce que vous pensez que c'est dangereux à long terme pour l'idée qu'on se fait de la justice, pour notre démocratie, pour notre modèle social? Est-ce que vous pensez que c'est dangereux de laisser perdurer des écarts de peine, des inégalités, alors que visiblement on le sait, on constate, on le sait, on pense qu'il y a ces inégalités. Est-ce que pour vous c'est dangereux, ça peut être dangereux sur le court ou long terme de laisser perdurer cet état de fait? À l'évidence, oui. À l'évidence, oui, puisque en dépit de tout ce que peuvent dire les avocats pénalistes, lanceurs d'alerte d'une certaine manière, on constate, peut-être en raison de ce que j'ai pu vous indiquer il y a quelques années, mais on constate d'une façon inexorable et invariablement une recrudescence dans la sévérité des peines et surtout au stade de la détention provisoire. Il y a un problème, il y a un problème avec la détention provisoire. Un problème avec les détentions provisoires, à l'évidence. À l'évidence. Vous savez, vous avez une loi du 5 mars 2007 tendant, les termes sont vachement importants, tendant à rééquilibrer la procédure pénale, en gros entre les avocats et le ministère public, entre la défense et le parquet, tendant à rééquilibrer, puisqu'à l'évidence, ce n'était pas équilibré. Bien. Prévoyez que le contrôle judiciaire devait définitivement être le principe, la détention provisoire, l'exception. C'était un tout petit peu à la suite d'une affaire dont vous avez sans doute entendu parler, l'affaire Outreau. Oui. Bien. C'est une loi, ça demeure fort théorique, puisqu'en pratique, c'est diamétralement l'opposé que peuvent constater tous les avocats pénalistes de France, de Perpignan à Boulogne-sur-Mer, en passant par Lille, Paris et Lyon. C'est le contraire qui se produit. C'est-à-dire que c'est de considérer que la détention provisoire est le principe, le contrôle judiciaire est l'exception. Et ça s'aggrave. Ça s'aggrave puisque maintenant, même en présence de garanties de représentation très importantes, c'est un travail, une famille, etc., ce qu'on appelle les garanties de représentation, l'article 144 du Code de procédure pénale, et bien même en l'état de garantie de représentation importante, c'est toujours la détention provisoire qui demeure le principe, le contrôle judiciaire l'exception. Et si certains des magistrats qui sont en train de m'écouter considèrent que j'exagère, eh bien ils se mentent à eux-mêmes. Parce qu'ils savent pertinemment qu'en pratique, c'est précisément ce qui se produit. La détention provisoire, est-ce que c'est la facette la plus inégale de l'institution judiciaire française? Ça en fait partie, dans la mesure où la détention provisoire est considérée aujourd'hui comme une mesure d'instruction. Et non pas comme une mesure, à l'évidence c'est une mesure privative de liberté, mais surtout considérée comme une mesure d'instruction. Alors on vous assène toujours les mêmes idioties, parce que parfois on vous explique que la détention provisoire doit être ordonnée parce qu'il y aurait un certain nombre de personnes à interpeller, il y aurait un risque de concertation frauduleuse à l'extérieur, mais parfois vous avez des dossiers où la personne est seule. Et vous n'avez absolument personne à interpeller, donc il ne peut pas y avoir par conséquent de concertation frauduleuse à l'extérieur, parce qu'elle est seule. Mais malgré tout, on va vous annoncer cet élément. On va vous expliquer que font défaut les garanties de représentation, alors que la personne a une famille, elle a une adresse, qu'elle n'entend pas se soustraire à la justice, qu'elle a un travail, qu'elle a des enfants en bas âge, etc. Peu importe, il y a toutes les garanties de représentation pour, par ailleurs, pouvoir assigner à résidence l'intéressé, parce qu'il vaut mieux une assignation à résidence, fût-elle très stricte, qu'une détention provisoire. Mais malgré tout, c'est la détention provisoire qui est ordonnée d'une façon quasiment systématique. Et encore une fois, on n'en comprend pas les réels motifs. On ne comprend pas une telle sévérité. D'ailleurs, lorsque vous discutez, j'ai des amis magistrats,
Je discute avec eux, je leur demande, mais pourquoi une telle sévérité? Eh bien, ils n'ont pas de réponse, parce qu'ils ne peuvent même pas dire, nous avons des instructions. Moi, j'ai la faiblesse de penser qu'ils en ont. Ils ne vont pas me le révéler. Mais ils n'ont pas d'explication, c'est comme ça. On est, en France, dans une culture du mandat de dépôt. Ça les rassure, d'une certaine manière, de voir les gens en prison, en dépit de la surcharge d'une maison d'arrêt. Eh bien, au fond, si toute la chaîne pénale, voyez-vous, si toute la chaîne pénale a fait que cette personne se retrouve devant nous, il n'est pas possible que toute cette chaîne pénale ait pu se tromper, elle ait pu errer. Alors vous avez l'enquêteur, vous avez ensuite le procureur, vous avez ensuite le juge d'instruction lorsqu'il y a une information judiciaire qui est ouverte. Ensuite, vous avez le juge des libertés de la détention, vous avez parfois une partie civile, ça fait 5, et ensuite vous avez un président de juridiction devant lequel le prévenu ou l'accusé, en fonction des juridictions, sera appelé à comparaître. Ben si on additionne, ça fait 6. Non, ça fait 1. Parce que ce sont les mêmes, en définitive. Tous les grands principes, séparation des organes de poursuite, d'instruction, de jugement, tout ça, c'est que de la littérature. En réalité, ça fait qu'un. D'ailleurs, vous aurez observé que les réquisitoires définitifs du parquet, lorsque la personne va être renvoyée devant le tribunal correctionnel ou va faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises, eh bien le réquisitoire définitif ne fait que reprendre l'ordonnance, ou l'ordonnance ne fait que reprendre le réquisitoire définitif du parquet. C'est-à-dire que le juge d'instruction met le tampon avec son nom, enlève celui du parquet. Ça s'appelle la séparation des organes de poursuite et d'instruction. Ça nous fait doucement rire. Écoutez, Maître Gérald Pandelon, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions. C'est moi qui vous remercie.